Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Spécial Foire internationale de Marseille 2016. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV, Dialogue RCF. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr ainsi que sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur nos pages Facebook Recognize the Armenian Genocide et sur la page Aznavour Story bien évidemment, ainsi que dans le groupe Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux, Facebook Ararat TV, que nous vous invitons à rejoindre. Une émission consacrée à la Foire internationale de Marseille et à la journée de l'Arménie, émission réalisée par Frédéric Banegas depuis le pavillon Arménie où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà donc toute la journée de nombreux invités au cours de ces 4 émissions spéciales Foire internationale de Marseille, réalisée donc depuis le pavillon Arménie et multidiffusée sur l'antenne de Dialogue RCF. Les enfants savent des jeux, innocents ou bêtes. Le soleil c'est comme du feu, il leur fait tourner la tête. Une petite métisse balançant sa jupe, à travers les passants se glisse et crie comme une perruche. Y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Elle danse sa jeunesse, chante la folie. La chaleur de l'été la berce et la brûle comme un fruit. Presque femme, encore enfant, ange ou bien démon. Elle avance en se balançant, que veut dire sa chanson? Y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Une petite métisse balançant sa jupe, à travers les passants se glisse et crie comme une perruche. Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Et nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Richard Miron, adjoint au sport à la ville de Marseille. Richard Miron, bonjour. Bonjour. Alors après le succès remporté par 2013, Marseille capitale européenne de la culture, Marseille pour devenir capitale européenne du sport en 2017 était tout à fait désignée car attribué pour la première fois en 2001 à Madrid, le titre de capitale européenne du sport distingue, mon cher Richard, notamment les villes où le sport représente un vecteur d'intégration de toutes les catégories sociales. C'est un peu ça, oui. Alors, on ne s'est pas arrêté juste à sport vecteur d'intégration sociale, ce qui est déjà fantastique, mais on est allé plus loin en montrant que le sport ici est un véritable vecteur de développement de l'attractivité de notre territoire. Au même titre que la culture, et vous venez de le rappeler, au même titre que l'économie, au même titre que l'éducation, eh bien le sport est un vecteur d'attractivité de notre territoire. Et donc on s'est donné 3 objectifs pour cette année capitale. À la fois l'inscrire dans le développement économique de la ville, oui, l'inscrire dans la cohésion sociale, et puis aussi l'inscrire dans la rénovation d'un certain nombre de nos équipements. Alors à la différence de la capitale européenne de la culture, 2017, c'est pas juste 2017 l'année du sport. C'est une continuité, c'est le début, c'est un marqueur.
marqueur qui va nous permettre de développer encore plus de sport, de pratiques sportives et de sportives dans notre ville. Alors, il faut aussi souligner que le rôle du sport pour une ville comme Marseille est important car il participe à l'amélioration de la qualité de vie, de la santé physique et même, on pourrait le dire, de la santé psychologique des habitants, Richard. Ah ben, un esprit sain dans un corps sain, c'est Voilà. pas moi qui l'ai dit, ça fait un moment que ça existe. Et puis alors c'est Marseille-Provence, capitale européenne du sport. Oui. Mais je tiens bien à ce que ce soit Marseille-Provence. Marseille-Provence, oui. Voilà, donc on s'inscrit dans des dynamiques de santé, dans des dynamiques de sport pour tous, bien évidemment. De sport pour les seniors, de sport pour les enfants, et aussi dans la compétition, bien sûr, puisqu'on aura une quinzaine de championnats d'Europe ou de championnats du monde, ou de championnats de France qui se dérouleront en 2017 à Marseille, comme les championnats de France d'athlétisme élite, par exemple, ou la finale de la Coupe de France de rallye, pour ceux qui sont passionnés de course automobile, ou les championnats du monde de squash, ou encore d'autres compétitions de même type, des rencontres interclubs de judo, enfin ces choses-là. Alors chaque année, la municipalité consacre un budget de 70 millions d'euros au sport et à la jeunesse afin de proposer des équipements aux 220 000 pratiquants et aux 1500 clubs, toutes disciplines confondues. Ben oui, il y a à la fois ce qu'on connaît le plus, à savoir les stades, les gymnases, les piscines, mais il y a aussi un fronton de pelote basque qu'on vient de refaire et d'inaugurer, qui est situé dans le 9e et 10e arrondissement, à Lumini. On a également aussi de quoi jouer au baseball, de quoi jouer au football américain, de quoi pratiquer aussi le hockey subaquatique, bref, ou le hockey sur gazon, même si ce sont des sports peu pratiqués dans notre ville, chacun peut le faire le plus largement possible. Alors pour Marseille, Provence, capitale européenne du sport en 2017, il faut vous remercier, vous Richard Miron, mais il faut aussi citer tout particulièrement Frédéric Bousquet, conseiller municipal délégué qui a apporté la sagesse, on va dire, des grands champions, Dominique Tian, le premier adjoint, et Didier Réau, l'adjoint délégué au nautisme, pour leur mobilisation en faveur de ce dossier. Bien sûr, et puis il y a notre ami Jean Roata pour les relations internationales Roata, aussi, oui. Qui y a mis également de son cœur, de sa patte et de son amitié surtout. Alors Richard Miron, maintenant quelques mots quand même pour votre admiration, enfin de votre admiration pour notre champion de l'Everest, le Marseillais de l'Everest, j'ai nommé Ara Kachadourian, qui sera avec nous dans une émission là cet après-midi à la Foire de Marseille. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cet exploit absolument extraordinaire ? D'abord, écoutez, moi je suis un montagnard, j'adore pratiquer les sports de montagne. Comme lui, je fais de l'alpinisme, je fais aussi du ski de randonnée, enfin des choses comme ça. Et il y a un certain nombre de sommets qu'il a gravis, dont j'ai rêvé. Alors il y en a quelques-uns qui me seront encore accessibles, comme peut-être le Kilimandjaro, le sommet du Mont Blanc, enfin bref, certaines choses comme ça. Mais d'autres, comme l'Everest, resteront pour moi dans un mirage à venir, dans un autre monde peut-être. Mais voilà, je suis assez admiratif de ce qu'il a fait, qui est à la fois un exploit physique, mais aussi un exploit technique. Et donc ce soir, j'aurai le plaisir, au nom du maire de Marseille, à 18h, sur le stand de la ville de Marseille, de lui remettre la médaille de la ville de Marseille. Voilà, donc moment solennel tout à l'heure, donc toujours à la Foire de Marseille. Les grands moments de Marseille, Provence, capitale européenne du sport en 2017, on a déjà quelques dates importantes à noter sur nos agendas. Je peux déjà vous en donner 3 ou 4, quoi. Alors, allons-y. Le 14 janvier, vers 16h, rendez-vous sur le Vieux-Port pour le lancement. Au préalable, en décembre, on accueille ici, juste en préliminaire de la capitale européenne du sport, on accueille la finale de la Coupe du Monde de patinage artistique. Oui. Donc ensuite, le 14 janvier sur le Vieux-Port, le démarrage. Ensuite, on aura au Stade Vélodrome les demi-finales des top 14 de rugby, les 2 demi-finales. On a le Tour de France qui va faire une étape à Marseille. Et puis en octobre, on a le MUSEM, une expo sur les supporters. Voilà 5 rendez-vous qui peuvent rythmer l'année, mais il y en a 450 qu'on a labellisés sur le territoire de Marseille-Provence, c'est-à-dire la ville, l'intercommunalité, le département, mais aussi une partie de la région, puisqu'il y a des choses labellisées dans le Var et dans les stations de ski, puisque nous sommes les premiers clients des stations de ski des Alpes du Sud. Bien, en tous les cas, nous suivrons cette année avec beaucoup de fidélité, Richard Miron. Merci d'être venu au micro du club Ararat TV. À très bientôt. Tangerine, she is all they claim.
with her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, señoritas stare and caballeros sigh. And I've seen toast to Tangerine, raised in every bar across the Argentine. Yes, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. Et oui, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant en direct du pavillon Arménie de la Foire internationale de Marseille, Ara Khatchadourian. Ara Khatchadourian, bonjour. Bonjour. Alors, Ara Khatchadourian, vous êtes l'homme qui relève les défis sportifs. Course à pied, triathlon, alpinisme, sportif de l'extrême, vous étiez lancé le défi de gravir au sommet de l'Everest. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes devenu le Marseillais de l'Everest. En effet, à 52 ans, vous êtes rentré dans le cercle très fermé de ceux qui sont montés, mesdames et messieurs, à 8848 mètres. C'était, oui, on peut l'applaudir, c'était le 22 mai dernier, date à laquelle vous avez foulé le sommet. Alors, racontez-nous, Ara, quand et comment est née cette idée un peu folle de planter les drapeaux français et arméniens sur le toit du monde. On m'a dit que cette aventure avait commencé comme une blague. Tout à fait. L'association Courir pour la mémoire m'a invité pour parler du mont Ararat que j'ai gravi en 2007. Et une fois que j'ai fini l'interview, j'ai demandé au président si je souhaitais d'aller pour le 100e commémoration du génocide arménien au plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance. Il fallait m'aider financièrement. Alors il m'a dit oui. Et c'est là où il est né l'idée d'aller au plus haut sommet du monde. Alors initialement, c'est prévu en 2015, votre première tentative avait été stoppée malheureusement par le terrible tremblement de terre au Népal. Exactement, alors j'étais à 5200 mètres d'altitude le 25 avril, où il y a eu tremblement de terre, 20 alpinistes ils ont décédé, soixantaine de blessés, bien sûr à Katmandou malheureusement 10 000 morts, 10 000 blessés. Et on a stoppé l'expédition. Et quand je suis arrivé à Marseille, à l'aéroport, il y avait les journalistes. J'ai annoncé que je repartirais en 2016 pour atteindre le sommet. Et j'ai eu de la chance cette année atteindre le sommet de l'Everest. Alors quel était votre objectif? Parler de paix et de reconnaissance à travers le sport? Tout à fait, de façon ludique. Et pour tous les génocides qui ont été perpétrés 20e et 21e siècle, je voulais qu'on sache et que c'était ça l'idée de partir. Et comme c'est un défi, ça fait 100 ans qu'on essaie de reconnaître par la Turquie le génocide arménien. Et je voulais relever un autre défi, tout en faire passer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance. Alors que j'en profite pour signaler la présence avec nous au pavillon Arménie de la maman d'Hélène Ségara, mon amie Thérèse Kasbarian, elle veut pas que j'en parle, mais je vais quand même signaler sa présence, et le tonton d'Hélène qui sont avec nous au pavillon Arménie. Bonjour à vous deux et merci parce qu'ils sont inscrits au fan club d'Ara Khatchadourian. Très bien. Je te le signale. Alors Ara,
d'origine arménienne et libanaise, bijoutier de formation. Et maintenant, eh bien, on vous invite en Arménie. Pourquoi ? Eh bien, afin de rencontrer les enfants et leur transmettre votre goût de l'effort. C'est un peu votre mission en Arménie. Exactement, j'ai passé 3 semaines. Alors avant tout, je suis libanais, arménien, libanais, français, européen. Bravo. Très Et bien. citoyen du monde, Citoyen du monde. comme chaque habitant de cette planète. Alors je suis parti 3 semaines en Arménie pour rencontrer des jeunes et des adolescents, pour leur parler justement qu'avec de l'effort, on arrive à réaliser nos rêves. Chacun son Everest, c'est pas obligatoirement aller gravir l'Everest, mais on peut être en travaillant, en se levant tôt le matin et avec un peu d'effort, on arrive à réaliser nos rêves. Voilà, et bien sûr, j'étais reçu par le ministre des Sports, Premier ministre et ministre de Diaspora, qui m'ont remis des diplômes et des médailles. Et c'était super bien passé. Alors, est-ce qu'il y a, pendant cet exploit que vous avez accompli, une idée ou quelque chose qui vous revenait en permanence en tête et qui vous donnait donc la force d'avancer ? Il y a une idée, il y a un souvenir, il y a quelque chose ? Tout à fait, c'est que comme j'avais un message à passer et j'avais une énergie, il y avait 20 000 personnes qui suivaient dans le monde et c'était cette énergie, je le sentais, et que c'est ça qui m'a poussé à arriver au sommet, parce que c'était très très difficile. Mais il y a une personne à laquelle vous pensiez particulièrement ou quelque chose de précis dans cette espèce de force qui vous faisait avancer ? Bon, c'est vrai que ma grand-mère, ses parents sont décédés pendant le génocide. Et il y avait un petit peu, je pensais à eux et à tous les Arméniens, bien sûr. J'avais un message à passer et c'est ça qui me donnait la force d'aller au bout pour faire passer ce message. En plus, j'ai écrit une lettre au président Erdogan et que je le remettrai l'année prochaine parce que j'ai un défi à relever aussi. Et voilà, c'était important que j'arrive au sommet. Bien sûr, en 2015, comme il y a eu le tremblement, que j'ai pas pu arriver au sommet. Et ça, c'était mon deuxième chance. Et il fallait que j'aille, quoi. Il fallait que je mette tous les moyens. En entraînement, déjà, je me suis mis tous les moyens à m'entraîner comme il faut pour avoir maximum de chances d'arriver au sommet. Oui, il faut une condition quand même sportive tout à fait exceptionnelle pour ce genre d'exploit. Et alors, dernière question, la première chose, quand vous êtes arrivé au sommet, la première chose à laquelle vous avez pensé ? Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit tout de suite quand vous avez atteint le but final ? Sortir mon drapeau de l'Arménie et me prendre en photo avec, alors voilà. Et bien sûr, drapeau de la paix, avant tout. Drapeau de la paix, je l'ai amené aussi, le drapeau de la paix, où je remercie tout le monde qui ont participé à cette aventure, qu'ils ont financé, et je les remercie infiniment. Voilà. En tous les cas, Arak Khatchadourian, nous vous disons bravo pour cet exploit de l'extrême et aussi pour ce message de paix et de mémoire que vous portez désormais en vous. Merci d'être venu à ce micro. Merci beaucoup. À bientôt. Ce soir c'est le déluge, le dernier, le plus beau. C'est la vraie fin du monde, on a fait un bateau. On a pris des vermines un peu malgré nous. Il ne sauve rien, celui qui ne sauve pas tout. Noé, Noé, Noé. On a pris des lentilles, on a pris des bijoux. On aimait ce qui brille la nuit et qui rend fou. On a pris l'éléphant et ses 2 dernières dents. Dernier éléphant, premier million de cure-dents. Oh, oh, Noé, Noé, Noé. Pourquoi t'es pas sur le bateau? Noé, Noé. Pourquoi t'as trouvé la voile et le drapeau? On a pris les castors, on a pris les oiseaux et toutes les fourrures pour nous faire des manteaux. On s'est dit les poissons, ils resteront dans l'eau. Comment mettre une baleine tout au fond d'un bateau? Noé, Noé, Noé. On a pris des gazelles et même des manchots, un couple d'hirondelles, des putois, des blaireaux. Comme il faisait froid tout au fond du bateau, on a pris des menteurs pour dire qu'il fait chaud. Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Spécial Foire internationale de Marseille 2016.
Et nous avons le plaisir d'accueillir maintenant dans le Club Ararat TV Monsieur Roland Moschetti, directeur régional adjoint du CIC Lyonnaise de Banque Provence. Monsieur Moschetti, bonjour. Bonjour. Alors faisons avec vous, si vous le voulez bien, d'emblée, un point sur le CIC. Quels sont les chiffres clés de l'entreprise et quel est son cœur d'activité? Alors les chiffres clés sont les chiffres de la région. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, sur Provence, nous représentons environ 150 000 clients. 150 000 clients, à peu près 120 000 particuliers, 120 000 entreprises. Alors évidemment, ces chiffres-là sont en croissance à l'image de notre région, puisque aujourd'hui, énormément de projets sur l'habitat, énormément de projets, de consommation d'une manière générale qui nous permet de gagner cette clientèle. Et aussi beaucoup de projets et un suivi de l'activité économique professionnelle, nous en parlerons tout à l'heure, qui est quand même notre cœur de métier et, si j'ose dire, notre ADN. Alors voilà, justement, alors le CIC, c'est une banque également au service des entreprises. Vous avez à ce titre une longue expérience qui s'est construite dans le temps. Alors être au service des entreprises, vous le dites, c'est dans l'ADN du CIC. Oui, c'est dans l'ADN du CIC. C'est même dans ses fondamentaux, puisque l'année dernière, nous avons fêté nos 150 ans. Et ces 150 ans d'entreprise et de collaboration, puisque au départ, ce sont des chefs d'entreprise qui ont créé cette banque, de manière à pouvoir accompagner les innovations, les idées, le développement de l'activité économique. Alors, Roland Moschetti, parlez-nous maintenant du CIC en tant que banque dématérialisée, en tant que banque connectée. Ah, la banque connectée. Je crois que c'est un sujet que vous maîtrisez bien. Ah, c'est un sujet que l'on maîtrise bien, puisqu'on est initiateur de nombre d'innovations. Alors quand on pense banque connectée, on pense à plusieurs choses. On pense l'accessibilité à la totalité des informations à travers le net. Et c'est vrai que là-dessus, nous avons un service. Alors comme aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir une interview, je vous donnerai un petit scoop. Puisque en dématérialisation, nous avons la possibilité, d'ici la fin de l'année, sur notre site, non seulement de consulter la totalité des données, mais aussi demain de pouvoir signer la totalité de nos contrats sur lesquels nous pouvons aller. Alors la dématérialisation, c'est l'Internet, mais c'est aussi la téléphonie. Il faut savoir, et c'est un petit peu moins connu, vous l'utilisez tous les jours, mais vous ne le savez pas, nous sommes propriétaires de Énergie Mobile, qui est quand même le premier MVNO en France. Et aujourd'hui, la dématérialisation, alors la téléphonie mobile, c'est je téléphone, mais c'est aussi je fais des actes de paiement avec le paiement sans contact, je visualise un certain nombre de données, etc. Alors, dématérialiser ne signifie pas pour autant banque déshumanisée. Alors, pour autant, vous restez proche, on peut le dire, de vos clients et des entreprises. Oui. Alors ça, c'est très important. Aujourd'hui, lorsque l'on parle des banques, on imagine souvent les banques comme étant des institutions à qui l'on parle, mais on ne sait pas forcément à qui l'on s'adresse. Dans toute notre organisation et dans nos fondamentaux, l'objectif que l'on a est véritablement d'avoir des agences qui bien évidemment maillent l'ensemble de la région. Mais dans notre organisation, ce sont des agences où il y a des hommes qui parlent à d'autres hommes, que ce soit sur des projets particuliers, sur des projets professionnels. Et cela veut dire que chez nous, un directeur d'agence, un chargé de clientèle, a véritablement le pouvoir d'écouter, le pouvoir de construire un projet, de le découvrir, de faire des propositions et d'aller jusqu'au bout pour que derrière, évidemment, les choses avancent et soient concrétisées. Alors, donc c'est vraiment une démarche de dialogue que nous avons pour aller et pour écouter l'ensemble de nos interlocuteurs. Alors est-ce qu'on peut dire, M. Moschetti, que le contact humain pour le CIC, c'est une valeur ajoutée ? C'est une valeur ajoutée, c'est une valeur sûre. Parce que, bien évidemment, on est dans une banque, on parle de chiffres, on parle de projets, on parle de business model, on parle de tout un tas de choses. Mais ce qui fait avancer les choses, c'est quand même avant tout la passion. C'est quand même la passion que nous communiquent les chefs d'entreprise, que nous communiquent les particuliers quand ils présentent leurs projets. Et c'est en les écoutant que l'on peut prendre les meilleures décisions. Alors, à l'heure où la fraude se développe de plus en plus à travers les systèmes et les moyens de paiement dans le monde en général, ainsi que dans le monde de l'entreprise, quelles sont les solutions de sécurité que le CIC apporte à ses clients ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et je pense qu'il faut, lorsque l'on regarde la fraude, il faut savoir l'aborder de deux manières. Il y a déjà les services sécurisés auxquels nous pouvons donner accès.
Et là-dessus, c'est une course permanente à la solution pour les dévier et derrière faire en sorte à ce qu'ils soient hermétiques. Donc nous sommes là-dessus en constante évolution de manière à pouvoir faire en sorte à ce que la totalité des transactions ou la totalité des accès soit bien évidemment sécurisée à l'image du secret bancaire que nous avons. La deuxième chose, c'est aussi de la pédagogie. De la pédagogie, nous sommes dans un monde où l'information va de plus en plus vite et où l'information peut être, à partir du moment où elle va vite, faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas l'interlocuteur en face de nous. Ce qui veut dire que la pédagogie par rapport à l'ensemble de nos clients doit permettre de dire vous pouvez bien évidemment utiliser des services dématérialisés, le tout en toute sécurité. Par contre, surtout, observez quelques règles. Par exemple, et ça revient toujours, à partir du moment où vous recevez un email vous demandant les codes bancaires, même si grossièrement vous voyez le nom de votre banque, surtout ne les communiquez pas. Tout un tas comme cela d'informations qui font qu'aujourd'hui, les services modernes, des services dématérialisés, peuvent être utilisés en toute sécurité à partir du moment où les règles de sécurité elles-mêmes sont observées. Alors si je vous dis innovation, est-ce toujours un peu compliqué pour un banquier de financer l'innovation ? Alors c'est jamais compliqué de financer l'innovation, par contre c'est compliqué de la comprendre. Et en fait, tout à l'heure j'ai parlé de 150 ans d'histoire, c'est 150 ans d'innovation permanente et c'est 150 ans de proximité avec l'ensemble de nos clients qui nous ont permis de les comprendre, qui nous ont permis de se comprendre pour pouvoir aboutir à des projets. Alors, lorsqu'on parle d'innovation, aujourd'hui, il se passe énormément de choses, notamment autour de l'économie numérique, autour du net, comme autour d'ailleurs, et on en parle peut-être un petit peu moins, des innovations technologiques, avec l'arrivée des robots qui vont quand même refondre certainement petit à petit le paysage industriel. Et pour comprendre cette innovation et être acteur, nous avons créé une filière d'innovation qui est basée à Lyon, dont le responsable est Franck Gomez. Nous avons une filière innovation ici sur Marseille, avec Romain Lessard. Et c'est derrière des spécialistes et des banquiers, aussi des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font et qui sont capables de trouver des interlocuteurs que l'on comprend et avec qui l'on peut discuter de l'ensemble des projets et donc avancer cette filière de l'innovation. Donc chez nous, l'innovation, ce n'est pas uniquement une démarche de communication, c'est aussi une démarche d'action. Bien, en tous les cas, merci Monsieur Moschetti d'être venu au micro du Club Ararat TV Dialogue RCF. Caviar Pétroussian, partenaire du Club Ararat TV. C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF, enregistré depuis le pavillon Arménie de la Foire internationale de Marseille. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF.